Bien, bonsoir à toutes et tous. Je m'autorise à enlever le masque parce qu'on se comprend mieux quand on n'a pas de masque. Je vous rassure, je ne vais pas me rapprocher trop de vous. Et deuxièmement, je suis vacciné, les 2 vaccins, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, si on peut dire. Merci en tout cas à tous et tous d'être venus nombreuses et nombreux pour cette réunion. Alors on appelle ça la grande réunion publique. Vous savez que nous avons divisé le quartier, le Bouscat, on peut peut-être mettre Hélène la suivante, je pense, voilà, en 4 quartiers. Et nous essayons de venir vous voir à peu près tous les 18 mois dans chaque quartier pour vous expliquer ce que l'on vous propose en quartier en termes d'équipement, en termes d'animation, et surtout pour vous écouter, pour que vous nous disiez, vous, ce que vous souhaitez dans votre quartier, et ce que vous aimeriez voir venir éventuellement. Je ne vais pas vous les détailler parce que nous avons peut-être beaucoup de choses à dire ce soir, mais vous reconnaissez, secteur Providence, Jean Jaurès, la barrière du Médoc, le centre et le secteur La Fonfénie, Chantecourt. Voilà, pour faire très simple, voilà, ces 4 quartiers, et nous essayons vraiment de venir vous voir à peu près tous les 18 mois. Nous avons l'habitude de faire cette réunion en juillet qui reprend un peu globalement tout ce qui se passe sur le Bouscat sous trois grandes thématiques très simples. Habiter au Bouscat, vivre au Bouscat, c'est pas la même chose. On peut habiter et pas vraiment vivre pour un tas de raisons. Vivre, c'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien, c'est les animations, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Et se déplacer au Bouscat. Voilà les 3 thématiques que l'on va traiter ensemble. Alors avant d'aborder la thématique d'habiter, je voudrais que l'on soit très clair entre nous. Le Bouscat aujourd'hui c'est 24 000 habitants. 24 000 habitants, bon, c'est ainsi. Sachez que c'était déjà 22 000 pratiquement dans les années 50-60. Donc, l'éternel reproche ou procès que l'on faisait de toutes sortes. Tous mes collègues maires de la métropole ont le même discours, bien sûr, mais vous bétonnez, vous construisez. Non, grosso modo, le Bouscat gagne, entre guillemets, entre 100 et 150 habitants nouveaux par an. Vous voyez, ça va pas très vite, et c'est bien ainsi. Bon, le hasard fait qu'en ce moment, l'arrivée du tramway et le départ donc, de concessionnaires tels que Renault, Peugeot et d'autres plus petits, mais malgré tout importants, c'est 1 hectare par-ci, 1 hectare par-là, font qu'on a pu construire pas mal. Et vous avez eu l'exemple de Renault, où nous avons pratiquement 400 logements. Si je compte un résidence senior comme des logements, nous avons pratiquement 400 logements sur ces 4 hectares. Tout ça pour vous dire que quand on fait du collectif, 1 hectare égale 100 logements. Hein, c'est pas très compliqué, donc c'est vite vu. 10 000 mètres carrés, c'est 100 logements. C'est ce qui existait avant. On a fait cette règle en regardant ce qui se passait avant et on s'est aperçu que c'était ce qui avait été fait depuis pratiquement 50 ans. Donc on a gardé cette règle que l'on applique systématiquement. Ne soyez pas étonnés, je vais vous présenter 2 ou 3 dossiers qui sont sur l'avenue de la Libération pour vous confirmer ce que je viens de vous dire à l'instant. Mais je vous rassure aussi, sur les autres quartiers dans lesquels vous habitez les uns et les autres, les unes et les autres, on n'a pas l'intention de construire de grands immeubles, de construire quoi que ce soit. Bien sûr, la vie des quartiers, on y est autant attaché que vous, vous en doutez bien, et on n'a pas du tout l'intention de vous mettre des immeubles. Ça peut arriver dans une rue parce qu'il y a des choses qui ont été commencées, que finalement pour la séquence urbaine, on peut considérer que c'est logique de la continuer, mais c'est quand même un peu à la marge et c'est un peu exceptionnel. Je démarre. Alors, il faut que je vienne vers vous. Ah, c'est que je vais trop dans la lumière. Oui, moi, ça me gêne pas. Je m'enlève quand vous allez passer la future... voilà, parce que alors, pour tout vous dire, nous sommes filmés. Enfin, quand je dis nous, c'est Fabienne, notre première adjointe et moi-même. Vous n'êtes pas filmés, je vous rassure tout de suite. Hein, vous n'êtes pas filmés. Les choses sont beaucoup plus simples. Ça passe sur notre chaîne YouTube, vous le savez. Et ça sera surtout intéressant tout à l'heure pour les questions auxquelles je pourrai répondre. Et là, bien sûr, ceux qui se brancheront pourront écouter les réponses. On démarre par habiter, si vous voulez bien, Hélène. Nous sommes le premier dossier qui est donc Peugeot. L'îlot Peugeot, je sais que certains d'entre vous habitent la barrière du Médoc. Je vais donc vous rappeler ce qu'on fait sur Peugeot, c'est très simple. L'histoire très simple. Un Peugeot, c'est 1 hectare. 1 hectare, c'est donc une centaine de logements. 100 logements, donc au moins 30 logements sociaux. C'est la règle que l'on s'impose. La loi nous impose 25. Comme nous sommes en retard au Bouscat, nous on demande 30 pour rattraper petit à petit le retard que nous avons. Nous ferons minimum 10% de surface dédiée à l'activité commerciale, artisanale, tertiaire, bureau. Bon, nous verrons bien au fur et à mesure ce qui nous est proposé, mais des services innovants, comme c'est écrit ici, des entreprises et des habitants, bien sûr. Le logement, je viens de vous le dire, 35% de logements locatifs sociaux, 20% de logements sous forme de bail réel solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le bail réel solidaire? Le BRS, pour faire simple, c'est une technique qui nous vient d'autres pays que la France, hein, pour être très simple, mais c'est une très bonne technique. En fait, on n'achète pas le foncier. Il y a un office foncier solidaire qui se crée, la métropole, la ville et les bailleurs sociaux qui achètent eux le terrain. Quand vous achetez un appartement dans ce système-là, vous n'achetez que l'appartement. Vous n'êtes pas propriétaire du foncier. Mais ça fait 25% d'économie sur l'appartement, grosso modo. Donc c'est une bonne réponse. Et au Bouscat, on va en faire de plus en plus pour accueillir des familles jeunes, des couples jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir tout ceci. Et ça leur permet d'être propriétaires de leur logement sans avoir le foncier. C'est une assez bonne technique. Donc nous en demanderons 20%. Et donc il en restera 45. Donc quand on dit pourcent, c'est des chiffres puisqu'on est sur 100. Donc 45 logements
en accession libre. Et là, nous aurons des équipes qui vont nous faire des choses magnifiques, j'en suis convaincu. Nous avons sélectionné sur 32 au départ, 5 candidats qui sont, je me souviens plus, Promogym, Lamotte, Bouygues, Urbain des Bois, et j'oublie le 5e, c'est pas très grave, voilà, peu importe. Ce sont de très belles équipes qui sont Belin, voilà, le 5e c'est Belin, qui a fait un très très bon programme sur la rue Fondodège, tout près d'un arrêt de tram. Voilà ce qui est proposé, le planning a démarré, donc j'ai reçu, vous êtes allé un tout petit peu trop vite Hélène, une seconde revenue en arrière, voilà, j'ai reçu ces 5 candidats il y a 10 jours de ça, pour leur expliquer quelles étaient nos attentes et nos impératifs et surtout nos exigences en termes de qualité, et leur rappeler évidemment cette distribution de logements. Effectivement, le planning, ils auront le temps de réfléchir jusqu'au mois de septembre pour nous remettre des offres tous. D'octobre à janvier, on va discuter avec eux des ateliers qu'on appelle aussi le dialogue compétitif. Ça permet aussi d'améliorer les propositions de chacun. Et comme ça, on peut poser des questions aux uns et aux autres régulièrement. En mars, on sélectionne. Les travaux démarrent en 23 pour une livraison début 25. Fin 2024, ce serait quand même extraordinaire, mais début 25. Ce qui sera compliqué, c'est que bien sûr les travaux vont se faire en interne. Il n'est pas question de mettre des grues devant, ni dans la rue La Harpe. Il faudra que tout se passe in situ, ce qui ne va pas être simple bien sûr. Ils savent faire, c'est plus compliqué, mais ils savent faire et ils feront, tout simplement. Nous passons un peu plus loin, nous sommes sur la résidence Terrassia, c'est un peu plus loin sur la Lune de la Libération, c'est tout près de nous en réalité, hein, c'est tout près d'ici, près du château des Tours. Alors ça c'est l'image de synthèse parce que pour l'instant c'est tout près de la résidence Jean Moulin, vous vous situez. Ça existe, Cerbès, et ça va venir bientôt, c'est Terrassia, 58 logements, dont 20 logements locatifs, commercial de près de 400 mètres carrés en rez-de-chaussée et 88 places de parking. Vous voyez que c'est quand même presque 2 fois plus qu'il n'y a de logements. C'est 3 places pour 2 logements. Parce que c'est aussi une question qu'on nous pose toujours. Et les parkings et les stationnements, là, on exige d'être suffisamment important. R+3, sur la Libération, honnêtement, ça peut tout à fait se concevoir avec un tram qui passe devant. Dernière proposition dans ce domaine, mais on n'est pas du tout dans le même secteur, la résidence Allure, là on se projette presque à la sortie du Bouscat, en face de Leclerc à Bruges, voilà, c'est sorti de terre, vous l'avez vu, hein, le Leclerc est derrière cette belle entrée. Là nous sommes sur 116 logements, dont 41 très précisément de logements sociaux, un secteur purement activité économique, de l'habitat social et de l'habitat, tout est collectif, de l'habitat libre ensuite derrière. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, je voulais surtout vous présenter tout ça, mais vous rappeler surtout avant toute chose, ça c'est vrai parce que c'est la Lune de la Libération, tramway, concessionnaire qui part, qui nous laisse de l'espace, mais ça sera pas vrai dans vos quartiers, je vous rassure tout de suite. Dernière petite chose, on me pose souvent la question, donc je voulais vous donner quelques informations sur l'EHPAD, les balcons de Tivoli qui sont donc avenue Tivoli. Vous pouvez mettre la diapo, voilà, vous connaissez, voilà, nous sommes là, rond-point des Pèlerins, l'avenue de Tivoli qui continue ici, et l'EHPAD, et avec la chaîneraie que vous connaissez, l'Ermitage, pardon, qui est ici. L'idée, c'est de transposer l'EHPAD 300 mètres plus loin, c'est sur le terrain, le terrain de M. Pétraud, rue Blanqui, voilà, et avenue Victor Hugo, Tivoli, rue Blanqui, voilà. Nous sommes sur plus d'1 hectare, sur 11 000 m², très précisément. Donc, en fait, on va transposer l'EHPAD, 204 lits, ce qui est prévu. Finalement, c'est la maison de retraite elle-même qui va se porter acquéreur du terrain. Je sais que monsieur le directeur rencontre le notaire dans une dizaine de jours pour commencer vraiment à amorcer les choses, parce que ça a duré. Ça fait plus de 2 ans que ça dure. Maintenant, les choses avancent assez vite et ça se décante. Voilà, je voulais vous dire ce que nous faisons de manière très précise. Et ensuite, sur le bâtiment actuel, qui est en très bon état, nous pensons qu'un bailleur social, un parmi d'autres, qui est très intéressé, pourrait faire une transformation de ces chambres en studio, petits appartements, dont 40% resteraient du logement social et 60% seraient de l'accession libre à la propriété. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et bien moi j'ai terminé de vous parler de ça. Maintenant on va passer à l'autre chapitre qui est de vivre au Bouscat. C'est plus habiter mais c'est vivre au Bouscat. Et c'est Fabienne Dumas, notre première adjointe, qui va vous en parler. Les équipements à venir, collectifs, sportifs, et j'en passe et des meilleurs, mais elle va vous dire tout ça. Vas-y, comme tu veux, je te donne ça. Bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Oui, alors... De beaux équipements au Bouscat. À commencer, et c'est avec grand plaisir que je vous présente celui de la passerelle. La passerelle qui va accueillir... Alors la passerelle, on peut revenir en arrière, un petit peu en arrière, voilà. Ce beau bâtiment va accueillir un relais de petite enfance
Il va accueillir une crèche multi-accueil. C'est une crèche qui se situe aujourd'hui, la crèche La Providence, et qui va donc basculer sur ce site-là. Et ça va nous permettre d'augmenter un petit peu aussi la capacité d'accueil. Ce beau bâtiment va aussi accueillir le centre social Ricochet. Donc c'est un centre social, il va y avoir une ludomédiathèque aussi. Et enfin, une agence postale qui déménage. Elle est déjà dans le quartier et elle va venir rafraîchir ses murs dans ce beau bâtiment. Donc la passerelle, eh bien, nous allons pouvoir accueillir les enfants de la crèche de la Providence dans quelques jours, le 5 juillet. L'ouverture de l'agence postale se fera deuxième quinzaine de juillet, à préciser avec la Poste quand exactement. Et puis enfin, au mois de septembre, l'association Ricochet pourra ouvrir ses portes et accueillir de nombreuses personnes. Il y aura même un café culturel qui va s'y trouver, donc ça va être un endroit très 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 sympathique. Donc voilà, l'association Ricochet, un centre social, nous avons 2 centres sur la commune. La ludothèque, le café culturel. Le projet, c'est évidemment de créer un lieu d'initiative, mais qui soit porté par les habitants. C'est un lieu qui sera ouvert, avec des espaces de création sociale et évidemment beaucoup de participation citoyenne. Côté structure, accueil de la petite enfance, à la fois collective et familiale, je vous le disais tout à l'heure, nous allons pouvoir accueillir 70 enfants. Nous sommes très fiers parce que la passerelle a été récompensée par une labellisation Écolo-Crèche au mois d'avril dernier. C'est une grande satisfaction pour nous. C'est vraiment un projet tourné vers la nature avec un très joli... oui, j'enlève ma... Avec un espace très paysager aux alentours. Et évidemment, le souhait de la mairie, c'était de réserver, de donner une place centrale pour les parents, avec un lieu de café, des espaces où des temps d'échange, des temps conviviaux peuvent être partagés, des soirées, des débats, des moments festifs. Et tout le monde y est bien sûr est invité déjà à aller voir ce beau bâtiment et ensuite à participer aux activités qui seront proposées. Donc le relais petite enfance, lieu unique d'information sur l'offre d'accueil petite enfance du territoire. C'est vrai que les jeunes parents, quand ils doivent à un moment donné se séparer du nouveau-né parce qu'il faut retourner travailler, se posent beaucoup de questions, sont un peu perdus dans les démarches, où est-ce qu'on s'adresse, crèche familiale, crèche collective, crèche municipale. Donc là, il y aura un guichet unique, on va dire, où on va pouvoir vraiment accueillir dans les meilleures conditions ces familles et les orienter selon leurs souhaits sur tel ou tel mode de garde. Un lieu d'accueil et d'animation pour les assistants maternels employés par les parents et les enfants qu'ils accueillent. C'est aussi un souhait de pouvoir rattacher ces assistantes familiales à ce réseau-là pour qu'elles puissent partager avec nos propres puéricultrices, nos propres employés qui s'occupent de nos enfants, qu'elles puissent partager leur expérience. Et puis pour les tout petits qu'elles gardent, être dans une collectivité et partager dès le plus jeune âge, c'est quand même un avantage quand ensuite ils sont lâchés dans la cour de l'école. Le lieu d'accueil parents-enfants, un espace d'accueil et de jeu adapté pour les enfants de 0-4 ans qui seront là accompagnés d'un adulte, un parent, un grand-parent. Et ce sera bien évidemment un espace d'échange, comme je vous le disais, et de rencontres pour les parents. Et c'est souvent là que se créent de belles amitiés. Voilà pour la passerelle. Alors un très beau projet encore, c'est la piscine municipale. Alors, elle se situe du côté de Godard, au parc d'Arnstadt, pas très loin de la Voie Verte. On n'a pas la... Exactement, Nathalie. On aurait dû mettre une carte, effectivement. Alors, la piscine municipale, on a déjà une piscine municipale, effectivement, mais elle date elle-même d'un plan relance sur les piscines des années 70. C'est un bâtiment qui est très, très, très utilisé, très, très, très fréquenté par vous, par nos enfants, par les tout-petits, par les collégiens, par ceux qui font partie des associations pratiquant la nage.
Et c'est un bâtiment qu'il a fallu moderniser et rééquiper pour le mettre au goût du jour et puis pour vous offrir, pour compléter les services qu'ils peuvent vous offrir. Donc ce bâtiment-là, on peut passer à la slide suivante, voilà. Évidemment, j'appuie sur l'aspect extérieur va être complètement rénové. C'est une rénovation, on ne démolit pas, on ne reconstruit pas, c'est une rénovation. Une réorganisation totale de l'espace accueil, des bureaux, des vestiaires, des sanitaires, des douches, des lieux où on se déchausse. Donc toute cette partie-là va être complètement repensée et refaite à neuf, bien évidemment. Sur cette partie-là qui abrite le bassin principal, ça va être complètement refait aussi. La grande nouveauté, c'est le bassin qui sera, lui, un bassin en inox, avec le petit bassin qui est à côté. Et tout le long, ici, il va y avoir des bureaux et des box, et notamment des box de rangement pour les associations qui ont tout leur matériel dans cette... Enfin, au niveau de la piscine, il faut qu'il soit vraiment à proximité des bains. Par contre, ce qu'on crée, c'est tout ça, là. Ça, c'est, on va dire, l'offre, au-delà de la qualité des nouveaux bassins que vous allez avoir, des revêtements, on crée un nouvel espace de façon à avoir une piscine extérieure. C'est quand même l'occasion de proposer aux Bouscataises et aux Bouscatais, quand il commence à faire beau, de pouvoir mettre le nez dehors, de ne pas être obligé de prendre la voiture et de faire des kilomètres pour aller à la plage, et de pouvoir se retrouver ici, autour de la piscine, avec un espace qui sera évidemment paysager pour venir passer un moment en famille ou en amoureux, pourquoi pas. En tout cas, c'est un joli bassin où il y aura 3 couloirs de nage, parce qu'il va aussi être utilisé par les associations. Et puis on va créer ici quand même un petit côté détente pour ceux qui ont envie de garder les pieds dans l'eau et d'avoir des petits massages dans le dos. Essayer de satisfaire, en tout cas que chacun puisse y trouver une vraie valeur ajoutée. Les enfants, on ne les a pas oubliés. Depuis le début, la maîtrise d'œuvre veut nous proposer ce toboggan-là. On a effectivement prévu un espace enfant avec des petits jets d'eau pour les plus jeunes. Splash pad. Mais on s'interroge vraiment sur est-ce que c'est judicieux. Enfin, pour l'instant, il ne fait pas l'unanimité, ce toboggan. C'est quand même assez... ça peut être dangereux, ça peut créer des ennuis. On peut des jeunes la nuit qui escaladeraient, qui monteraient sur le toit, ça nous rassure pas. Donc il est sur l'image là, mais je crois que il existe pour ça des parcs, Aqualand. Bientôt, pas très loin, il y aura aussi des piscines avec tout ce genre de jeu. Je pense que c'était pas l'objectif de la mairie. La mairie, vraiment, c'était de vous apporter ce plus, d'ouvrir cette piscine aux Bouscatais pour pouvoir venir profiter tranquillement en famille dès que le soleil le permet. Et puis évidemment, ici, un local vélo, parce que on favorise les déplacements doux et qu'il faut pouvoir laisser en toute sécurité son vélo pour ne pas repartir trop loin à pied le soir. Voilà ce que je peux vous dire sur la piscine. Oui, je ne pense pas avoir oublié. Alors, Jean Martial, encore un bâtiment des années 70, je pense. La salle de basket que tout le monde connaît. Une salle de basket qui a un parquet qui est envié par plein de communes alentours parce qu'il est encore, même s'il date, il est d'une très très grande qualité. Donc nous, on va davantage s'attacher. C'est aussi un immeuble vieillissant, à refaire toute la façade. Au niveau de la toiture, on va profiter de ces travaux pour mettre en œuvre, pour gagner en performance thermique. C'est vraiment dans ça que la mairie veut s'inscrire. Et d'ailleurs, dans tous les projets qu'elle met en place, tout ce qui est consommation énergétique, tout ça, c'est filtré, c'est étudié. Et on fait le choix de matériaux qui vont nous permettre de moins consommer. Donc, toutes les façades extérieures vont être revues. Évidemment, à l'intérieur, toutes les façades vont être retravaillées. Au niveau du terrain, nous allons y installer des tribunes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc là, on va vraiment pouvoir aller supporter nos équipes. On va vraiment on a repensé et mis en place des espaces de stockage, parce que là aussi, ça manque beaucoup aux associations.
Et on n'a jamais, c'est comme à la maison, on n'a jamais assez de place pour ranger les choses. Donc tout l'espace de stockage sous les tribunes sera réservé à l'activité. La salle de musculation qui est à l'étage, ça va être un magnifique plateau. Et puis évidemment les vestiaires, les sanitaires et l'entrée, l'accueil de ce complexe sportif va être complètement repensé et tout neuf et tout beau. Les travaux devraient commencer début août et on espère pouvoir en profiter le plus vite possible. Alors le terrain synthétique, donc là on est dans le foot, dans la plaine des Écus. Ça fait un petit moment que l'association du foot nous réclame ce terrain. Bon, maintenant, c'est plus une promesse, c'est un fait. Il sera positionné là, un beau terrain qui sera bien grillagé aux alentours. Et je vous avoue qu'il y avait l'AG du foot il n'y a pas très longtemps. Ils étaient contents que le rêve devienne réalité. Voilà pour la partie sport. Et on a la chance d'avoir au Bouscat un très beau château, le Castel d'Andorte. On a là aussi, il ne date pas d'aujourd'hui, je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions, de concertation et d'échanges sur les travaux à réaliser et sur l'usage qui allait en être fait. Donc là, on avance, on a beaucoup avancé, on est vraiment dans les derniers détails. C'est un bâtiment qui est classé, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a des directives de la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, dont on dépend. Donc là, on attend un retour de leur part pour savoir exactement quels travaux ils nous imposent, dans quelles conditions on peut les faire. Et puis ensuite, une fois que ça se sera acté, ça va dérouler. Alors, juste pour vous le présenter en quelques mots, le Castel, il va être évidemment complètement rénové. Extérieur, c'est une réhabilitation, extérieur et intérieur. Le rez-de-chaussée, ce sera l'accès, évidemment, ce sera l'accès principal. Le rez-de-chaussée, un magnifique hall d'accueil pour vous accueillir. Des bureaux. Voilà. 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 Alors là, c'est l'entrée. Un magnifique hall d'accueil avec des bureaux de chaque côté. Et ici, alors, on est à côté de l'école de musique, pardon, je recentre, et on a notre centre de loisirs ici, dans le parc de la Chêneraie. Donc on a quand même déjà une fréquentation de par les activités assez importante de familles et d'enfants, sans compter dans le parc où tous les âges viennent se balader. Donc, ouverture tout public, mais ouverture malgré tout filtrée et surveillée. Donc il y aura des bureaux de chaque côté. Et ici, nous allons créer un espace café, un espace rencontre, de telle façon, c'est juste devant, il y a un parc, il y a un joli parc derrière, de façon à ce que les parents qui viennent déposer leurs enfants pour leur activité de musique ou de danse, pendant 1 heure, puissent tranquillement prendre un thé, un café en attendant. Ça va être un lieu d'échange également et c'est tout à fait propice à des rencontres plutôt conviviales. À l'étage, donc l'étage est ici. Voilà, donc à l'étage, ce sera plutôt le pôle numérique. Nous allons avoir 2 très belles salles, qui peuvent être des salles de réception aussi, pourquoi pas, tellement elles sont magnifiques. Mais en tout cas, elles seront équipées pour un service numérique, informatique, et on va en profiter pour garder des bureaux de chaque côté également. Du côté du pôle musique, il y a ici ce qu'on appelle le pendant, parce que de l'autre côté du château, vous avez ici la chapelle, ce qu'on appelle la chapelle. Donc ici, c'est le pendant, qui aujourd'hui n'est pas utilisé. Et nous allons agrandir l'espace de l'école de musique pour en faire un studio d'enregistrement, vraisemblablement. Quant à la chapelle, qui est très très jolie, l'usage qui a été pensé, l'utilité qu'on peut lui donner, eh bien, c'est de profiter de ce joli petit coin pour en faire, pourquoi pas, une salle d'exposition. Alors, à réfléchir, ça peut être des expositions éphémères, à réfléchir, rien n'est arrêté. Ici, sur le côté, nous retrouvons... Alors, sur ce bâtiment-là, l'école de danse va avoir un très beau plateau. De l'autre côté de l'école de danse, il y aura
l'association théâtre, l'école de théâtre, avec une salle de répétition. Et ce sont des vestiaires qui vont les séparer. Ce bâtiment-là, nous le conservons pour stocker, parce qu'il y a beaucoup de matériel entre le théâtre, la danse, et puis de nombreuses associations qui ont besoin, hors manifestation, de garder leurs équipements. Et ici, nous allons développer un pôle d'art plastique. Alors ce coin-là, c'est ce qu'on appelle l'orangerie, c'est les bains. Vous savez, c'est ce bâtiment qui est tout vitré en haut, avec une verrière en haut, voilà. Tout un pôle artistique, donc il y aura des studios en rez-de-chaussée, des bureaux aussi, et puis des studios à l'étage. Alors ça va être peinture, ça va être poterie, ça va être de la sculpture. Ça peut être des activités qui seront à développer, qui n'existent pas forcément encore. Et de ce côté-là, vraisemblablement, un studio photo. Voilà. Donc là, c'est vraiment un endroit qui peut être fréquenté des plus jeunes aux moins jeunes, qui va être très agréable de venir se poser dans le petit jardin, même avec un petit bouquin et le petit café qui sera ouvert. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur déjà parce qu'il dure, ça prouve qu'on a envie de le réaliser. Et puis là, on en voit enfin le bout. Ça y est, ça va devenir du concret. Voilà. Merci beaucoup Fabienne, merci. Alors, on parlait de vivre au Bouscat. Vivre, c'est aussi l'environnement, c'est aussi la nature. Et là, on sort de la chêneraie avec tous les arbres que vous connaissez. Nous allons vous proposer de suivre le programme de la métropole avec 1 million d'arbres. On n'en fera pas 1 million au Bouscat parce que c'est pas possible, mais si on en fait seulement le 1% que nous représentons en termes de surface sur la métropole, ça sera déjà pas mal. Alors on a des endroits où on peut en planter, vous le voyez bien, sur l'hippodrome, sur le parc de la Chêneraie bien sûr, mais aussi dans le secteur Blaise Pascal, le secteur Ferdinand Lesseps, Saint-Germain, pour tout dire, le Stade Bordelais, l'hôpital du Bouscat qui a de très très beaux arbres, mais on pourrait peut-être en remplir un peu plus. La plaine des Écus, on a un grand parking, on pourrait peut-être imaginer qu'il soit en partie paysager arboré. La forêt urbaine de la rue Bonahous qui va quand même arriver à éclore, si j'ose dire, et à pousser bientôt. L'Ermitage, souvenez-vous la tempête de 99, on n'a pas tout replanté, donc on a encore un peu de marge bien sûr. Et puis peut-être le parking de la Félonie, la Bérengère, vous savez, entre l'espace de jeu et la résidence autonomie de la Bérengère, il y a quand même pas beaucoup d'arbres et on pourrait planter une vraie haie qui sur le plan acoustique serait de très bonne qualité, bien sûr, et serait tout à fait utile. J'étais parti de Gallieni, donc nous avons là un programme qui pourrait être bien planté aussi. La ligne verte, vous la connaissez, la ligne verte, on vous en a parlé x et x fois et vous la connaissez sûrement pour y avoir pédalé déjà très régulièrement. On va la planter, bien sûr, l'arborer de manière très conséquente. Voilà, et j'ai fait à peu près le tour de ce qui serait proposé dans ce secteur, sauf que ça, c'est que la moitié des choses. L'autre moitié, c'est nous tous qui avons la chance d'avoir ou des parcs de collectifs ou des jardins si on a la chance d'être en maison individuelle. Et on peut bien sûr planter. Et on va vous y encourager, on va vous pousser à le faire. La métropole est prête à nous aider, y compris dans les plantations tout à fait privées. Donc ne nous gênons pas, on va essayer de faire un joli programme pour que notre Bouscat continue d'être envié par nos voisins, parce que c'est une belle ville, bien arborée, et qui le restera, c'est évident. Juste un petit mot pour vous dire qu'on essaie aussi d'acheter quand on peut certaines choses. Vous vous souvenez que le parc Marceau a été acheté en 2004 ou 5, c'était à peu près vers la fin du premier mandat. Et une autre idée nous est venue, profitant sur le boulevard Pierre Ier, il y a une construction qui est largement sortie de terre aujourd'hui, avec Erilia et Kaufmann et Broad, peu importe les promoteurs. Nous avons traité avec eux de faire un petit passage qui peut comme ça relier l'avenue Victor Hugo, aller directement dans le parc Marceau pour ne pas faire tout le tour par le boulevard, revenir avenue Tivoli et venir rentrer ici. C'est quand même beaucoup plus simple de passer par là direct. Donc on a cette convention qui est prête. Elle avait même été signée, pour tout vous dire, il y a déjà 1 an et demi avant la Covid. Bon, les choses se sont bloquées, la construction a pris du retard aussi. Bon, maintenant nous sommes pratiquement en situation de pouvoir ouvrir cet espace ou à la fin de l'année ou en tout début d'année, parce qu'il faut quand même que tout soit terminé bien, construit et habité pour qu'il n'y ait pas de conflit d'usage ou de conflit de voisinage entre un secteur totalement privé et ce qui serait public pour traverser. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet.
Nous en venons à notre troisième thématique, et là je ferai assez vite se déplacer au Bouscat. Comment faisons-nous? D'abord à vélo, c'est une bonne idée. Vous savez que comme nous n'avons pas d'espace important pour faire des pistes cyclables, nous faisons des plans cyclables, c'est pas la même chose, ou des bandes cyclables, ce qui est encore autre chose. Là je vous propose de vous remettre en mémoire nos trois plans cyclables, qui sont des itinéraires cyclables en fait. L'un qui va du boulevard jusqu'au champ de course, en passant par la Chêneraie, et qui part de la rue La Harpe en fait, et qui reste de rue en rue, ça serpente pas trop malgré tout, et on arrive à là on passe Clémenceau, on passe à voie ferrée ici, le petit portail que vous connaissez peut-être, et vous arrivez sur le bois. Ça c'est un itinéraire très intéressant, ça évite d'aller se faire peur sur l'avenue Libération avec le tram et ainsi de suite, donc je vous le redis, ça marche beaucoup mieux, et vous ne vous allongez pratiquement pas, et au moins vous circulez en toute sécurité et sans danger. Autre plan cyclable, circuit itinéraire cyclable, partant de la place Ravzy, avenue Aristide Briand, que l'on continue, on passe devant le stade et on passe à la Chêneraie, à l'Ermitage décidément, à l'Ermitage pour arriver à la mairie. Et puis dernier en date qui a été demandé aussi, c'est l'intercollège, la liaison entre le collège Ozone et le collège Jean Moulin qui passe aussi par la mairie. Voilà, ces trois itinéraires existent. Vous êtes dans des rues protégées, vous avez une signalétique qui vous conduit. C'est quand même plus simple de prendre ça que de se faire peur, encore une fois, sur les axes extrêmement fréquentés. Parce que depuis 20 ans que je suis élu, on a beaucoup réfléchi. On est conscient qu'on n'a pas la place d'élargir les rues, hein. Il y a du bâti de chaque côté, bien sûr. Donc la seule manière, c'est de prendre les rues elles-mêmes et de faire une priorité aux cyclistes en ayant des itinéraires de cette manière. Ceci, c'est le réseau cyclable à haut niveau de service, le RCHNS, n'est-ce pas, Alain, Marc, pardon, Alain, décidément oui, qui connaissait bien l'histoire. C'est un gros projet de la métropole. On est sur une dizaine, je crois, Alain, c'est ça, une dizaine de réseaux de cette nature. Donc on est concerné 10 et 3, voilà, c'est ça. Alors voilà, c'est cette circulaire qui est là. Alors moi j'allais commencer par une sorte de radiale qui nous concerne. Elle part de Bordeaux, vous l'avez compris, des quais. Ça c'est le boulevard. C'est les allées de Bouteau, le lac, et on file sur Barampuire. Ça c'est alors c'est une véritable autoroute du vélo. Hein. Ça veut dire il y a pas de voiture bien évidemment. C'est large. On peut pour les grands sportifs biller à 35-40. C'est tout à fait permis parce que là vous êtes absolument tout seul. Ça donc voilà une grande autoroute du vélo. RCHNS. La seconde qui nous concerne aussi. Elle fait une boucle effectivement, elle tangente, elle va emprunter même pendant ce petit circuit notre ligne verte à nous. Elle parle de la place à Tulle, donc on n'est pas sur Ravzy, hein, nous on part de là, vous le savez, la place à Tulle qui part d'un peu plus loin, qui prend notre ligne verte, mais qui décroche ici pour aller partir au-dessus du champ de course et qui va plutôt vers Résine. Nous, vous le savez, on termine comme ça jusqu'à l'avenue de la Libération qui est ici, on s'arrête ici. Et le dernier qui nous concerne plus ou moins, on est plutôt sur Codéran, c'est ce grand axe aussi qui part vers Saint-Médard et vers Saint-Aubin-de-Médoc en passant par Saint-Médard et Codéran, qui prend en fait la du Charles de Gaulle et qui longe le parc bordelais qui est ici, qui continue, traverse Codéran. Voilà, donc ces trois grands axes de la métropole qui seront à échéance... je parle un peu sous le contrôle de nos ingénieurs et techniciens, on est sur une échéance de 10 années. Là, ça ne va pas se faire l'année prochaine. Il faut bien comprendre qu'il y a quand même des réservations à faire, des emprises foncières qui ne sont pas validées pour l'instant, ça va demander un certain temps. Voilà, sur le plan cyclable, vous donnez peut-être un petit exemple de ce qu'on peut faire quand on a vraiment de gros problèmes au Bouscat de circulation qui devient infernal. Je vais vous expliquer l'histoire de ce quartier apaisé, qui est tout près de nous. Hein, c'est le Mandel Pressensé, vous connaissez ça, la petite école Jeanne d'Arc qui est ici. Hein, vous situez tout ceci. Tout a commencé là, hein, si j'ose dire, quand on a mis autrefois, avant le tram, ceci était un nœud de voitures très important dans les deux sens, Libération, Poincaré, Auguste Ferry qui part comme ça, avec un feu qui réglait tout ça, beaucoup de voitures. Le tram démarre, plus de voitures entrantes, vous le savez, vers Bordeaux, quelques voitures sortantes, pas tant que ça, sauf qu'on s'est aperçu très vite que beaucoup de voitures arrivaient de Raymond Poincaré, venant de beaucoup plus loin là-bas, si vous voulez, de Ravzy, de Bordeaux Nord, pour rentrer vers Codéran, Ésine, et ainsi de suite. Sauf que, ayant très peu de voitures, le stop ici il est respecté, certes, mais les voitures passaient très vite et prenaient immédiatement, sortant d'ici, prenaient immédiatement à gauche, Mandel, rue Roche, et partant par la Martine ici, et revenant ici sur Pressensé. C'était infernal. On a compté jusqu'à près de 4000 voitures jour. 4000 voitures dans une journée qui passe une petite rue comme ça, c'était juste invivable. On a très vite demandé à la métropole de trouver des solutions. Première solution, sens interdit. Bien sûr, là c'est simple, sens interdit sauf riverain.
Ça marche pas trop mal, ça fait 1 an que c'est mis en place, ça marche pas trop mal, mais petit à petit, les habitués vont comprendre qu'il n'y a pas de sanction, que c'est à la limite du légal. D'ailleurs, un sens interdit sauf riverain, c'est pas tout à fait légal par le code de la route. Donc nous avons pensé une solution qui est de faire un quartier apaisé, zone 20, zone de rencontre. Tout ceci, vous en avez tout près d'ici, c'est la rue Michelet et la rue Pierre Curie. Il n'y a pas de trottoir, la chaussée est aplanie complètement, le caniveau est central et on marque au sol la place des voitures. Ce qui fait que dès qu'on arrive là, on comprend bien qu'on est chez les personnes, hein, qu'on est dans une espèce de cour intérieure de maison et donc on ralentit spontanément. C'est ce qu'on appelle les zones de rencontre. Donc tout ceci sera en zone de rencontre et le reste, et ceci aussi, le haut de la rue Chateaubriand, et le reste va passer en zone 30, mais zone 30 vélo-rue. Qu'est-ce qu'une vélo-rue? C'est que les vélos sont prioritaires devant vous. Si vous êtes en voiture, vous êtes à 30 à l'heure déjà pour commencer, et si vous avez un cycliste qui est devant, qui lui est à 10 à l'heure, ben vous attendez tranquillement qu'il ait fini de rouler ou qu'il ait pris à droite ou à gauche et qu'il vous laisse passer. C'est la règle. Et en début de rue, vous avez un gros panneau qui vous explique un peu tout ça. C'est relativement nouveau, ça a quelques années malgré tout. Voilà, je voulais vous le montrer parce que d'abord, on est tout près d'ici, et que c'est le genre de quartier qui va résoudre certains problèmes de circulation, d'incivilité, de vitesse et de danger de toute nature. Voilà, je n'en dis pas plus. Nous avons ensuite, me semble-t-il, Hélène, quel est le programme après? Je ne sais plus. Oui, voilà. Parler du stationnement, pourquoi? Parce que d'abord, vous m'en parlez beaucoup. J'ai reçu une bonne... trentaine, oui, facile, de questions pour ce soir. Alors, peut-être certaines ou certains d'entre vous sont dans la salle et vont me les reposer. Ne vous gênez pas à les reposer, c'est pas un problème. Mais j'ai vu quand même beaucoup concernant le stationnement. Vous savez, nous avions décidé il y a déjà 4 ans, c'était à peu près la même époque, au mois de juillet, à l'Ermitage, nous avions lancé l'idée du stationnement, réflexion ouverte, payant, pas payant, zone bleue, comment faisons-nous? Parce que nous savions à l'époque que Bordeaux allait lancer un stationnement tout autour de nous avec les boulevards et puis Codéran. En fait, après, Bordeaux a reculé, vous le savez, ça c'est une autre histoire. Sauf que quand on a pris la décision de faire le stationnement payant, les travaux du tramway ont démarré à ce moment-là. Bon, on s'est dit, c'est pas raisonnable, c'est déjà assez compliqué comme ça, on va pas en plus compliquer l'existence des Bouscatés avec un stationnement payant, riverain. Nous ne faisons pas. La difficulté, elle est là. Au Bouscat, nous avons 20 000 voitures et nous n'avons que 7 000 places sur le domaine public. Beaucoup d'entre nous avons des parkings dans nos résidences collectives ou dans nos maisons, mais qui ne sont pas toujours utilisés à bon escient. Nous avons 1500 places en ouvrage de parking. On a aussi des zones bleues. La zone bleue, c'est la meilleure solution. Je vous l'ai déjà dit, j'en suis convaincu, bien sûr. Mais à une seule condition, c'est qu'elle soit surveillée régulièrement, que la police passe régulièrement pour aligner. Parce qu'autrement, si la police ne passe jamais, très vite, on sait ce qui se passe. Au bout d'une semaine, on a compris que la police ne passait jamais, et on se gare et on laisse la voiture toute la journée sans s'occuper de quoi que ce soit. Donc, la zone bleue, c'est très bien, sauf que ça crée beaucoup de dépenses. La police, en l'occurrence, et ça ne génère aucune recette. Donc, c'est quand même pas tout à fait idéal quand on est une mairie comme nous, qui n'est pas riche du tout, j'insiste bien, et je ne souhaite pas du tout mettre un coup de pouce aux impôts, vous le savez, depuis le temps qu'on se connaît. Et puis pourquoi on en parle? Parce que c'est un sujet très fréquent, effectivement, dans nos échanges. On m'en parle au marché, on m'en parle par des courriers. Voilà, donc je voulais un peu relancer ce débat, vous dire maintenant, les choses vont très vite, à mon avis, hein, je peux me tromper, mais à mon avis, c'est compliqué. Parce qu'on va subir la pression des automobilistes qui viennent prendre le tram. Ils ont raison de prendre le tram, ils ont tout à fait raison, sauf qu'ils nous laissent en voiture, bien sûr, à quelques dizaines de mètres du tram. S'il n'y a pas de réglementation, s'il n'y a pas de stationnement payant, on n'aura aucune solution pour les obliger à ne pas rester trop longtemps ou de se garer plutôt plus loin, ou trouver une autre solution pour venir prendre le tram, parce que ce n'est pas des Bouscatés malgré tout. Donc ça, c'est la première solution, enfin le premier problème. Second problème, c'est que je suis convaincu que le nouveau maire de Bordeaux, qui n'aime pas les voitures, il a horreur des voitures, il n'aime pas les voitures du tout, il n'aime pas. N'aime pas les voitures, je dis plus fort, parce que ceux qui n'auraient pas entendu, va mettre le stationnement payant partout. Mais bien sûr, il ne s'en cache pas, donc c'est pas un secret. Il a clairement annoncé, pour ne pas avoir trop de voitures dans sa ville, on met le stationnement payant, comme ça les gens ne rentrent pas trop dans la ville parce qu'ils n'ont pas envie de payer le stationnement. C'est une solution. Donc on aura du stationnement payant dans tout Bordeaux qui nous touche, jusqu'à Codéran bien évidemment. Ce qu'Alain Juppé n'a pas osé faire à la fin de son mandat, Pierre Remic va le faire et c'est évident qu'il le fera très vite. Donc considérant ceci, nous nous sommes dit, il faut peut-être qu'on repense quand même à nous protéger nous, dans le secteur de la Providence, dans le secteur de Jean Jaurès aussi, le secteur bien sûr de la barrière du Médoc, côté avenue des Innes aussi, et tout le long de l'axe de la Libération avec le tramway, parce que chaque station de tram est un appel, bien sûr, automobiliste, et encore une fois, c'est bien, sauf que ce sont des rues qu'on utilise, nous, pour garer nos voitures.
On ferait ça jusqu'à... Alors maintenant, c'est plus le leader price, c'est Aldi, c'est ça? Aldi, voilà, jusqu'à Aldi, parce qu'ensuite, c'est quand même beaucoup plus lâche, c'est moins compliqué. Et on le ferait aussi, donc tout le long, hein, comme je vous dis, et aussi sur les rues perpendiculaires jusqu'à la nouvelle parallèle à la Libération. Voilà, c'était un petit peu l'idée qu'on avait lancée à l'époque. On va en reparler, donc là, je vous en parle ce soir pour voir un peu comment vous recevez ce message, vous allez me dire ce que vous en pensez, et puis on va refaire, comme nous avions fait il y a 4 ans, on va faire au moins 2 réunions, une en septembre, où on va redire les choses, se réécouter, expliquer les choses, recalculer un peu tout ça, et puis peut-être au mois de novembre faire une dernière réunion pour prendre une vraie décision tous ensemble, pour l'acter. Si on doit faire du payant, il faut acheter des eurodateurs, 70 eurodateurs, ça coûte 700 000 euros grosso modo, donc il faut quand même qu'on le prévoit au budget, n'est-ce pas? Il n'est pas là, notre adjoint aux finances, c'est vrai, non, Jean-Jean m'avait dit qu'il serait pas là ce soir. Mais en tout cas, c'est un budget, donc il faut qu'on le prévoie sur le budget 2022, si nous allions dans cette direction. Donc on se reverra, on en reparlera, on n'est pas pressé, mais c'est une décision que nous devons prendre, surtout, comme je vous le dis, maintenant le tramway va quand même redémarrer. Après la crise Covid, les gens ont repris le tram. Enfin, vous voyez bien, le tramway n'est pas du tout plein comme il était en janvier-février 2020. Souvenez-vous, c'était plein, presque du matin au soir. C'est quand même, en dehors des heures de pointe, franchement, dans le tram, il n'y a quand même pas grand monde. Hein, donc ça va revenir. Forcément, ça va revenir. Et donc, les automobilistes vont revenir, mettre leur voiture aux stations, bien évidemment. Voilà. Moi, j'ai terminé. Alors, quelques dates importantes. Nous relançons le festival de l'hippodrome. La Suisse est de faire une année sur 2 un grand festival opéra en plein air, une société qui nous a proposé ceci. Alors ce sont des opéras très connus, hein, très connus. C'est La Flûte enchantée, c'est Rigoletto, c'est Barbier de Séville, c'est que des choses que vous connaissez par cœur. Donc c'est très populaire, mais populaire au sens où tout le monde connaît et tout le monde a envie de venir écouter ces opéras qui sont proposés par de grandes troupes. C'est vraiment du très grand spectacle. Et alors ils ne veulent que des endroits magiques, des choses très emblématiques, très particulières, très originales. Le champ de course, ils sont tombés amoureux quand ils sont venus voir notre ville de notre champ de course, ils sont prêts à faire ça. Et l'autre année, on ferait plutôt une musique plus contemporaine, pas forcément du rap ou du... Non, pas forcément ça, mais plus contemporain. Et là, ce serait géré par la mairie très directement. Voilà ce qu'on va vous proposer à partir de la saison prochaine. Et je vous rappelle que le 13 juillet, nous pourrons voir un très beau feu d'artifice à la Plaine des Écus, avec un bal. Mais comme nous serons un petit millier comme chaque année, peut-être même plus, nous vous demanderons de garder votre masque dans la poche. Et pour le mettre, si on est trop nombreux, on remet le masque. Sauf quand on consomme, bien sûr, un sandwich ou une bière, ça c'est pas un souci. Ou un Perrier, pour les gens qui sont raisonnables. Mais il faudra mettre le masque. Vous avez un bel opus qui est sorti, qui s'appelle l'agenda d'été 2021, qui est très sympathique. On a envie de l'ouvrir parce que c'est très chouette et ça vous dit tout ce qui se passe dans l'été. Et puis je vous rappelle que le samedi 4 septembre, nous y serons assez vite, nous partagerons nos plats de voisins, hein, entre voisins, dans nos rues. Voilà. Et puis l'action culturelle qui va démarrer et qui sera présentée le 15 septembre. Voilà.